Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du développement durable. Officiellement, il s'agit d'un type de développement économique qui répond aux besoins des générations présentes, sans compromettre ceux des générations futures. Créé par l'ONU, ce concept semblait prometteur. Il voulait à la fois réduire les inégalités et résoudre notre problème écologique. Et pourtant, 30 ans plus tard, la situation n'a jamais été autant inquiétante. En 2010, le jour du dépassement a été atteint au mois d'août. En 2000, cette limite n'a été atteinte qu'en novembre. La demande en matières premières augmente de jour en jour, alors que la Terre n'a plus que pour 50 ans de réserves de métaux et que nos forêts continuent de disparaître. Une île faite de plastique de plus de 600 km² de large s'est formée dans l'océan Pacifique et près de 100 millions de tonnes de matière synthétique flottent à la dérive. Nous observons de plus en plus de déséquilibres significatifs entre les écosystèmes menant à la désertification, l'extinction des espèces et les empoisonnements. De grands désastres écologiques se produisent les uns après les autres et l'indifférence des gouvernements est proportionnelle. Le New York Times a estimé que 8 milliards de litres ont été déversés dans les eaux en 2010. 2010 est aussi l'année de tous les records en matière d'émissions de CO2. Et 2011 est bien parti pour établir un nouveau record. Tout va de plus en plus vite, avec ou sans développement durable. Tout va plus rapidement, bien que 98% des Européens se déclarent inquiétés par les problèmes environnementaux. Comment sommes-nous devenus des éco-citoyens sans culpabilité, achetant des voitures écologiques ? Pour comprendre pourquoi le développement durable échoue, nous devons retourner en 1972, quand le Club de Rome, un groupe de personnes très puissantes, a commandé une étude démontrant que la croissance n'est pas infinie et que nous nous dirigeons donc droit vers un effondrement planétaire si nous n'adoptons pas une nouvelle forme d'économie. Ils ont dit qu'il était vital de créer un système basé sur une croissance équilibrée, car toutes les énergies vertes du monde ne pourraient pas venir à bout de nos contraintes. Des économistes, des politiciens et même des écologistes ont complètement rejeté cette hypothèse et ont opté pour le développement durable à la place. Deux solutions complémentaires étaient alors offertes à l'humanité: développer la technologie et les techniques et restreindre notre consommation. L'ONU n'a choisi que le développement durable, qui a l'avantage de préserver l'essence du trio: capitalisme, productivisme et consumérisme. Sans surprise, le concept de développement durable fut accaparé par les industriels et les corporations en raison d'un triple avantage. Il profite au capitalisme car il introduit la possibilité d'une éco-consommation. C'est une opportunité de croissance sans questionner ses limites. Et finalement, c'est un incroyable instrument de marketing. Grâce à l'éco-blanchiment, l'écologie est devenue un argument de vente. Dans le but d'accroître ses bénéfices, une compagnie doit faire croire aux consommateurs qu'acheter un produit écologique est bon pour la planète. Monsanto, EDF, McDonald's, Suez, Total. La plupart des grandes entreprises sont les premières à devenir écolos. Un observateur inattentif considérera que le monde se dirige vers le changement. Il s'agit seulement de créer de nouveaux bénéfices, en faisant croire aux masses que tout ceci est bon pour la planète. Dans ce contexte, le développement durable perd beaucoup de son intérêt écologique. Observons le cas de McDonald's, dont le logo devient vert et les menus deviennent bio. Leur but n'est pas de moins polluer, mais de s'adapter à la mode de l'écologie, conservant ainsi sa clientèle. L'effet est purement psychologique. Dans la mesure où quand les ventes augmentent, les besoins en viande augmentent, tout comme l'utilisation d'essence et les autres ressources. Nous pouvons observer cette réalité dans presque tous les domaines. Chaque fois que nous créons une technologie moins polluante, il y a une éco-efficacité de créer. Mais si la croissance augmente, l'éco-efficacité devient négative. Par exemple, si nous réduisons les émissions de CO2 des voitures de 5%, mais si, en même temps, à cause de la croissance, le nombre total de voitures augmente de 15%, même si chaque voiture pollue bien moins, le problème devient globalement pire. L'effet total de l'éco-efficacité est nul.
Mais le consommateur pense qu'il a fait une bonne action. Nous atteignons ici les limites de ce concept. L'efficacité viable est basée sur une hypothèse incorrecte. L'hypothèse qu'une croissance écologique infinie est possible. Bien qu'il puisse y avoir quelques effets positifs localement, ils sont largement insuffisants et engloutis par les effets secondaires. Certains auteurs disent que le développement durable est un concept schizophrène, parce qu'il utilise les causes mêmes des problèmes écologiques pour essayer de résoudre la crise écologique, ce qui est impossible. La seconde vague du développement durable croit que chaque agent économique se tournera naturellement vers l'écologie. Prenons les producteurs de tomates comme exemple. Chaque jour, des milliers de tonnes de tomates produites en Espagne voyagent jusqu'aux Pays-Bas, pendant que l'Espagne importe la même quantité. C'est très profitable d'un point de vue économique, mais écologiquement, c'est un désastre. Dans cette situation particulière, le développement durable veut réduire les émissions polluantes de chaque camion, au lieu de relocaliser la production. Malheureusement, il est impossible de rendre un camion complètement écolo, alors qu'il serait si facile de produire et consommer localement. La manière dont les choses fonctionnent n'est pas remise en question, car le développement durable est soumis à la logique libérale. Au lieu d'encourager une nouvelle forme d'économie qui serait saine, locale et naturelle, nous nous forçons à transformer un système globalement industrialisé, qui n'est soumis à aucun contrôle, aucune démocratie d'aucune sorte, à aucune morale, qu'elle soit sociale ou écologique. Nous voyons ainsi les aberrations apparaître, comme de luxueux complexes de vacances, placés sur des îles désertes seulement accessibles par avion, une Ferrari électrique pour 100 millions de dollars, des jets privés qui se targuent d'être écologiques, ou de luxueux spectacles écologiques pour les présidents et les stars de films. Et pourtant, ce sont les pauvres qui souffrent le plus de la crise de l'écologie et du climat. Nous, les pays riches, nous ne consommons pas juste 80% des ressources mondiales, mais nous leur interdisons aussi de se développer parce qu'ils représentent un potentiel de pollution désastreux. Nous savons maintenant que les biocarburants mettent les marchés de l'alimentaire sous pression et causent de plus en plus de famines. Et une taxe carbone qui s'ensuivrait atteindrait les pauvres en premier, laissant les industriels libres de polluer. Pourtant, le productivisme est la cause directe de nos problèmes. Nous vivons dans un monde écœurant, plein d'hypocrisie et de cynisme. Parlons maintenant de l'emballage écologique. Ce petit logo rassurant sur nos produits. Il ne veut pas dire que l'emballage est recyclable, mais que le producteur a payé une taxe qui lui accorde le droit de produire ce type d'emballage, qui n'est pas nécessairement recyclable. Cette taxe n'est pas perçue par les États, mais par Éco-Emballage, une société privée de tri de déchets, créée par des industriels, par des compagnies telles que Nestlé, Unilever, Danone et Total, qui en sont les principaux actionnaires. Avez-vous noté une simplification de nos emballages? Non, et au contraire, ils deviennent de plus en plus complexes. Car ce sont les plus grands pollueurs qui gèrent le processus de recyclage. Leurs logos à l'aspect écologique apparaissent comme un moyen de légitimer l'utilisation massive et perpétuelle d'emballages. Vous pensiez que nous avions atteint le sommet de la perversion? Si les industries polluent beaucoup en produisant des tonnes de déchets, elles utilisent ceux-ci pour créer une matière première gratuite. Et devinez quoi? 60% de ce soi-disant recyclage est payé par vos taxes. Les industriels n'ont aucun intérêt à réduire la quantité globale de déchets, car ils comptent sur cela et en dépendent. Admettons ce fait, recycler n'est pas une mauvaise chose. Pourtant, en 2011, 80% du plastique produit par ces compagnies n'était pas recyclable. C'est ainsi que les choses sont faites. Seuls le lait et les bouteilles d'eau sont en fait recyclés. La plupart étant downcyclés, c'est-à-dire envoyés à l'étranger pour une utilisation alternative. La logique de la croissance est omniprésente et les compagnies ont une liberté totale. Un autre exemple montre les limites du développement durable. Les télévisions LED
Elle consomme près de 50% de moins, ce qui est un progrès remarquable. Cependant, la consommation d'électricité est une petite fraction de la pollution générée. Vous devez prendre en compte la pollution dans l'usine, la livraison, le traitement des déchets et l'obsolescence programmée. Nous faisons construire nos télévisions à l'étranger pour de multiples raisons. Les ouvriers sont facilement sous-payés et il n'y a pas de normes écologiques. Nous délocalisons ainsi la pollution loin de notre champ de vision. Le transport sur de très longues distances est la seconde cause de pollution. Et l'obsolescence, qui consiste à réduire volontairement la durée de vie d'un produit, ce qui augmente la fréquence de nos achats. De plus, ces télés sont conçues pour ne pas être réparables dans la plupart des cas. Les compagnies étiquetées écologiques sont seulement le sommet de l'iceberg, la partie que les consommateurs peuvent voir. Même chose pour nos voitures, nos téléphones, nos ordinateurs, nos frigidaires et nos voitures électriques. En conclusion, nous pouvons voir que le développement durable offre des solutions superficielles, peu efficaces, axées sur la consommation et proposées par les forces occidentales. Par conséquent, soumises à un mode de pensée capitaliste. Comme Einstein l'a suggéré, l'esprit qui crée un problème ne peut pas être celui qui le résoudra. Le développement durable est-il coupable? Il ne l'est pas. Techniquement, il a permis d'encourager la création d'énergie et de technologies vertes. Le problème est qu'il n'est pas assez efficace mondialement. Car le facteur économique est trop puissant et car le principe de croissance persiste. Si le monde était un train lancé à haute vitesse en direction d'un mur, le développement durable serait son parachute, avec lequel nous essaierions de le ralentir. C'est un objectif noble, mais nous ne réussirons pas avec seulement ça. Si le développement durable est passé de date, nous devons oser le remplacer. La race humaine va vivre le siècle de la fin du pétrole. Aucune technologie efficace de remplacement n'est aujourd'hui disponible. Nous ferons bientôt face à un choix. Soit continuer dans une société basée sur la croissance, où tous nos efforts de travail ne font qu'accélérer les dégâts. Soit décider de reprendre le contrôle de nos vies et garder la production alimentaire locale pour préserver les générations futures. Abandonner l'économie de croissance et les vieux schémas d'avant afin de développer des coopératives pour construire nos maisons et produire des objets utiles et véritablement durables. Pour arrêter de consommer sans aucune considération pour les autres êtres humains, nous avons maintenant le devoir d'investir, pas dans le développement durable créé par les médias de masse, mais dans des associations, des coopérations, des solidarités et surtout de manière locale, l'autosuffisance de l'espèce humaine. À portée de main, pour un avenir serein. Merci.